Radio Bref, l'effondrement. Nous tenons à vous remercier d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir sur les ondes Thomas. Il y a quelques mois, il a répondu à la question que nous vous avions posée. Survivaliste, si vous deviez donner un conseil à un ami, quel serait-il? Bonne écoute à vous. Si je devais donner un conseil à un ami, ce serait de penser différemment. To think out of the box, comme disent les Anglais. Alors avant d'expliquer un petit peu pourquoi il faut penser différemment, je vais vous expliquer un petit peu comment je suis arrivé au survivalisme et ce qui a un petit peu été le déclic de tout ça. Je suis arrivé en fait au survivalisme grâce à mon meilleur ami qui en fait a pris de l'avance sur moi et c'est lui qui m'a donné des conseils. Il y a déjà pas mal d'années, lui il avait plus de temps, il avait un métier qui lui permettait d'être bien payé en ayant beaucoup de temps libre, ce qui fait qu'il avait le temps de se cultiver, de se renseigner, etc. Et comme c'est un ami de plus de 20 ans, il m'a transmis un petit peu les infos. C'est vrai que j'ai commis l'erreur à l'époque de les laisser un petit peu de côté parce que j'étais dans un mode de vie un petit peu, disons hédoniste. Je profitais de mon argent, de mon temps libre, de ma jeunesse, etc. Et je voyais pas forcément ce qui pouvait se passer autour. Et le déclic, ben, comme beaucoup, en fait, je pense que ça a été le Covid, les confinements, les vaccinations obligatoires, les gens qui deviennent fous, et cetera, et cetera. Tout ça, ça a eu beaucoup d'impact un gros impact sur ma façon de penser. Et c'est vraiment là, même si c'était déjà le cas depuis très longtemps, mais c'est vraiment là que j'ai commencé à penser et surtout à agir différemment. Donc, bah, c'est ça que je vais essayer de développer dans mon petit laïus. Donc je m'appelle Thomas, j'ai 36 ans, je suis cadre de la fonction publique. J'ai une situation financière, on va dire, convenable, sans être aisé. Je suis pas non plus précaire. Je regarde pas mon compte bancaire tous les jours. Je sais me faire plaisir, mais bon, je sais gérer mon budget depuis très jeune. Mais c'est peut-être la première chose que les parents m'ont appris quand j'étais ado. J'aime les voyages, j'aime la moto, je fais du tir sportif, j'ai une compagne, j'ai un chat, je n'ai pas d'enfant. Je pense être quelqu'un d'à peu près équilibré, d'à peu près normal, d'à peu près inséré dans la société, même si je me reconnais de moins en moins dans la société actuelle, mais je me considère pas comme quelqu'un de marginal. C'est pas parce que je pense différemment, que j'agis éventuellement différemment, que je me considère comme quelqu'un de marginal. Je pense que ma façon de penser et ma façon d'agir, ça devrait plutôt être la norme, et je pense que ça l'était il y a encore quelques décennies. C'est le monde, enfin en tout cas la civilisation occidentale actuelle qui a complètement perdu tout contact avec le sens des réalités et c'est justement là que le début de mon exposé commence, puisque la civilisation occidentale ayant perdu tout contact avec la réalité, il est fondamental, à mon avis, de ne pas suivre le troupeau qui risque fort d'aller tout droit vers le précipice. Donc penser et agir différemment, qu'est-ce que c'est? Déjà, il y a penser et agir différemment par rapport à son entourage, et il y a aussi penser et agir différemment par rapport aux médias au sens large, c'est-à-dire, la télé, la radio, le cinéma, les réseaux sociaux, et cetera, et cetera. Parce que si on regarde bien un petit peu, ce qu'on trouve dans les médias, au sens large, hein, quand je dis médias, c'est toujours les médias au sens large, la télé, les grandes chaînes d'information, les grands journaux, et cetera. Si on écoute un petit peu ce qu'ils disent ou qu'on lit, ce qu'ils écrivent, tous les sons de cloche s'entendent à nous faire croire que tout va bien. Tout va très bien, madame la marquise, c'est un petit peu le credo des médias consensuels. Alors c'est vrai que si tu laisses ton cerveau, endormi, OK, tout va bien, il y a de l'approvisionnement, il fait beau, on est tous tolérants, on est tous frères. À partir du moment où on te dit que tout va bien et que tu l'intègres dans ta philosophie, pourquoi se poser des questions? Alors que si tu penses out of the box, comme on dit, si tu penses différemment et que tu oublies les sons de cloche, que tu fermes tes oreilles et simplement que tu ouvres tes yeux, bah, tu te rends compte que, bien évidemment, tout ne va pas bien et que ce qui va bien, aujourd'hui peut foirer. Une pensée différente entraîne généralement une action différente.
Et en l'occurrence, en ce qui nous intéresse, une action différente, ça va être, ne pas subir, mais anticiper et se préparer. Il y a un adage qui dit: «Gouverner, c'est prévoir», donc on est vraiment là-dedans. Il faut anticiper les choses. Quand on regarde un petit peu notre quotidien, il y a beaucoup de choses qu'on anticipe au cas où ça se passe pas comme prévu. Simplement, l'assurance automobile, c'est quelque chose que tout le monde fait sans se poser de questions, mais l'assurance automobile, c'est anticiper en payant, un éventuel pépin avec la voiture. Ça, c'est de l'anticipation et ce qui est étonnant, c'est que les gens ne reproduisent pas ce schéma de pensée, au reste de leur vie. Enfin, la majorité des gens, en tout cas, ne le font pas. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qu'on définit comme survivaliste? Alors pour moi déjà, c'est quelqu'un qui admet, qui a intériorisé le fait que ça peut foirer. Le monde dans lequel on vit peut, alors peut-être pas s'effondrer, mais en tout cas les choses peuvent, se compliquer disons ou, il peut y avoir une rupture, on va dire, de la normalité. Donc le survivaliste, lui, il a admis effectivement que ce genre de complications pouvait arriver. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il anticipe et il se prépare. C'est d'ailleurs pour ça que, chez les anglo-saxons, notamment chez les Américains, on appelle ce genre de personnes, on appelle ça des preppers. Donc prepper, c'est quelqu'un qui se prépare. Donc se préparer, ça veut dire avoir éventuellement un petit stock d'avance de nourriture, au cas où, un jerrycan d'essence, une petite réserve d'eau, au cas où, quelques panneaux solaires, ou un groupe électrogène, au cas où et cetera. Mais c'est ni plus ni moins que du bon sens, en fait, que les médias, aujourd'hui veulent, nous faire, passer pour, de la folie, de l'hystérie, du complotisme et cetera. En fait, c'était le entre guillemets «le bon sens paysan», qu'avaient, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents en fonction de l'âge qu'on a, où dans chaque maison, il y avait des bocaux avec, des légumes, des fruits, de la viande séchée. Il y avait toujours quelques vivres, d'avance, de quoi tenir quelques mois si la récolte de l'année avait été mauvaise. Les gens avaient des sacs de blé d'avance ou de la farine pour faire du pain au cas où la récolte soit mauvaise et qu'il n'y ait rien à bouffer. C'était tout à fait normal, c'était pas des survivalistes, c'était pas des illuminés, c'était simplement des gens normaux qui, en bons pères de famille, anticipaient le fait que, bah, ça pouvait ne pas se passer comme on avait prévu. Alors depuis quelques années, les médias, comme le mouvement se développe un petit peu, évidemment, les médias s'en sont emparés, ont tourné ça évidemment au ridicule, comme ils le font à chaque fois que quelque chose sort un petit peu des sentiers battus. Quel est le but de tourner ça au ridicule? Je ne sais pas. Enfin, j'ai ma petite idée et je pense qu'on l'a tous à peu près, c'est-à-dire que moins il y a de gens qui se préparent, plus les gens seront démunis et plus ils pourront imposer, ce qu'ils veulent. Puisque des gens qui n'anticipent pas, des gens qui ne réfléchissent pas, ce sont des idiots et les idiots sont beaucoup plus facilement manipulables. Et plus les gens sont bêtes et plus on en fait ce qu'on veut, en fait. Donc évidemment, il faut les ridiculiser, il faut les rendre inaudibles en les traitant de complotistes, de fascistes, et cetera. Enfin le tralala habituel dont on a affublé, tous les gens qui ne rentrent pas entre guillemets «dans les cases». Voilà, bon ça c'est un petit peu la définition que je me fais du survivaliste. Elle est loin du zozo, surarmé qui tire, sur le facteur qui lui amène du courrier. Enfin ça c'est simplement un cas psychiatrique. Alors, ce qui a déjà foiré dans le passé, il y a eu des famines et des épidémies. Donc, il y avait des années où ça allait bien, où les gens, mangeaient à peu près, à leur faim et où ils étaient à peu près en bonne santé et des périodes où, les récoltes, étaient mauvaises, et l'hiver était plus froid, plus long, que prévu ou plus pluvieux, ou l'été trop chaud, où il y avait eu, des inondations, où il y avait eu une éruption volcanique, qui avait masqué le soleil et cetera. Enfin les exemples, jusqu'à la fin du 19e ou au milieu du 19e siècle, il y en a, énormément. Pour les épidémies, c'est pareil. Il suffit de se documenter un petit peu sur, l'épidémie de peste noire qui a détruit qui a tué la moitié de l'Europe, il y a quelques siècles, pour voir un petit peu où je veux en venir. Plus près de nous, je voudrais, rapidement parler de ce qu'on appelle de la période historique qu'on appelle la Belle Époque. Alors la Belle Époque, en France, c'est la période qui va grosso modo de 1871 à 1914. 1871,
pour la France, c'est la fin de la guerre franco-prussienne qui a fait, qu'on a perdu, l'Alsace et la Moselle. Grosse branlée, hein, comme on en est les champions et après évidemment, bah, la petite remise en question un petit peu de la France qui remet quand même un petit peu en question son équipement militaire, et cetera et qui s'engage quand même à fond, dans l'industrialisation, du pays. Grosso modo, il y avait la France et l'Angleterre, on va dire. Les Anglais avaient déjà, commencé leur, révolution industrielle depuis un moment. Nous, on a suivi et il suffit de regarder un petit peu dans tous les domaines. Bon, les Britanniques étaient, aussi, présents, mais les Français étaient à la pointe, dans beaucoup de domaines, notamment l'armement. La France n'a pas toujours été le pays fragile qu'il est aujourd'hui. La France a longtemps été un pays pionnier en matière d'armement. C'est un moment quand même assez charnière dans l'histoire du pays, et c'est une période qui a duré à peu près 50 ans, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Alors pourquoi je parle de cette époque? Parce que les jeunes Français, à l'été 14, vivaient une vie entre guillemets «insouciante». Il n'y avait pas eu de guerre sur le territoire depuis 50 ans, donc ça veut dire que, tous les jeunes qui étaient nés à la fin du 19e siècle, n'avaient jamais connu de guerre. Peut-être pour certains, même leurs parents n'en avaient pas connu ou alors, très jeunes et la dernière guerre, c'était la guerre de 1870, donc ça n'avait pas eu non plus l'impact, enfin en tout cas je pense pas, qu'avait eu la guerre de 14 qui n'avait pas encore, eu lieu, évidemment. Donc ces jeunes avaient une vie à mon avis assez insouciante, même si la vie de l'époque était pas facile, mais nulle part il y avait de signe avant-coureur que, la guerre allait éclater. L'attentat de Sarajevo, le jeu des alliances et cetera, tout ça s'est joué en quelques semaines, sur l'été puisque la déclaration de guerre, c'est, le 3 août, 1914. Donc ça s'est joué en quelques semaines pendant que les gens, vivaient, voilà, une vie estivale un petit peu, je veux pas dire qu'ils étaient en vacances parce qu'à l'époque ça n'existait pas trop, mais les gens, voilà, profitaient un petit peu de l'été et du jour au lendemain, les hommes en âge de tenir un fusil se sont retrouvés, dans les tranchées, pendant 4 ans. Du jour au lendemain, sans signe avant-coureur, sans crier gare. Donc pour cette génération qui a été largement sacrifiée, on peut dire que ça a foiré. Pour, revenir à mon propos du départ, ça a foiré. Leur vie a volé en éclats alors qu'ils s'y attendaient, pas du tout. Il y avait pas de tension géopolitique particulière. Il y en avait certainement, mais enfin, en tout cas, ça ne faisait pas la une des journaux depuis des mois et des mois et des mois et des mois. C'est quand même arrivé de manière assez soudaine. Voilà, des exemples comme ça, et on pourrait en citer d'autres. Il suffit de prendre, par exemple, je prends un exemple comme ça et après on passera à autre chose, mais par exemple les pays du Moyen-Orient, le Liban, ce genre de pays, même l'Iran qui, jusque dans les années 70 étaient quand même des pays, relativement développés, assez riches, qui n'avaient pas encore sombré dans l'islamisme forcené. En quelques années sont devenus des enfers pour les populations qui y vivent. L'Amérique du Sud, c'est un petit peu pareil. Tu prends l'Argentine, jusque dans les années 40-50, c'était un pays qui avait un niveau de vie équivalent, aux grandes puissances européennes et en quelques années de mauvaises décisions, de mauvaise gestion, le pays a complètement sombré à tous les niveaux et ce qui est arrivé là-bas ou dans d'autres pays peut tout à fait arriver chez nous. Il y a pas de raison, il y a aucune raison qui peut nous laisser croire qu'on est meilleur. Dernière petite chose, qui a foiré et là beaucoup plus près de nous, et bah, c'est le Covid. On nous répète à l'envi que tout va bien et puis d'un seul coup, on est confiné, on peut plus sortir, il faut se faire des auto-attestations, pour, aller, chercher le pain. Il y a des problèmes d'approvisionnement, des ruptures dans les magasins, des problèmes aux stations essence. Autre exemple, la grève dans les raffineries de pétrole avec des gens qui se sont retrouvés à faire la queue pendant des heures dans les stations essence, pour certains, à se battre, pour un demi-plein. Voilà, des exemples un peu plus récents, il y en a quelques-uns. Alors après, pour celui qui est pas trop, fan, d'histoire et qui regarde pas trop en arrière, si on regarde un petit peu devant nous, qu'est-ce qui peut foirer? Bah, déjà, ce qui occupe un petit peu l'actualité depuis un certain temps, c'est, la guerre en Ukraine et les troubles, on va appeler ça comme ça, les troubles au Moyen-Orient entre les Israéliens, et les Palestiniens. Alors, pour ce qui est de la guerre en Ukraine, je vais pas,
dire que je suis pour les uns contre les autres, et cetera. J'ai mes opinions là-dessus et je pense que ça ne regarde que moi. Mais en tout cas, on entend dans les propos des politiciens occidentaux, une espèce d'escalade, en tout cas verbale. Est-ce qu'ils auront les couilles derrière? Ça, on ne sait pas. Je les imagine pas trop, pleins de courage, ces gens-là, c'est plutôt des forts en gueule. Mais comme ils envoient pas leurs propres enfants, au massacre, on peut se dire que, ils osent tous et même à ça qu'on les reconnaît. Enfin, en tout cas, dans les paroles, on sent une envie un petit peu d'en découdre et on n'est pas à l'abri que ça foire. Ça aurait pu foirer pendant la guerre froide, ça n'a pas foiré, des fois par chance, des fois par calcul, des fois par, raison, mais ça aurait pu foirer, ça n'a pas foiré. C'est pas parce que ça n'a pas foiré à l'époque que ça ne foirera pas demain. Entre les Israéliens et les Palestiniens, c'est un petit peu la même soupe. Ça fait des années qu'ils se tapent dessus, c'est pas dans la veille qu'ils vont arrêter. Sauf que c'est le genre de conflit qui peut un petit peu s'exporter, et on peut se retrouver demain, nous Français, chrétiens, entre le marteau et l'enclume. Alors je dis pas que le marteau est israélien et que l'enclume est palestinienne ou inversement, mais enfin en tout cas, il est possible, il est à envisager que les conséquences de ce conflit, arrivent jusqu'à nous. En tout cas, il n'est pas exclu que ça n'arrive pas et qu'il faille, réagir. Donc autant anticiper. À côté de ces considérations un petit peu géopolitiques, on peut parler de l'énergie, le pétrole. Alors ça fait 40 ans que dans 10 ans, il y a plus de pétrole. Effectivement, pour l'instant, on va dire, ça va. Mais un jour, il est possible que ça n'aille plus. Si demain, le pétrole, ne coule plus ou que les pays qui en produisent ne veulent plus, pour X ou Y raison, nous approvisionner, en quelques heures, en quelques jours, c'est le chaos le plus total. Il y a aussi une petite phrase qui dit qu'entre la normalité et le chaos, il y a 3 ou 5 repas. Enfin voilà, il y a moins d'une semaine, quoi. Donc tout est pétrole. Toute notre société est pétrole. Les magasins sont approvisionnés, même les magasins les plus bio et les plus véganes du monde sont approvisionnés par des camions qui roulent au pétrole et si c'est pas un camion qui livre le magasin, mais un mec avec son vélo cargo et sa palette de tofu, sa palette, elle est pas arrivée, à dos d'âne, son vélo, et ses batteries électriques et ses pneus en caoutchouc, voilà, pétrole, 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 pétrole à tous les étages. Donc si demain on doit se passer du pétrole, sans préparation, ou sans anticipation à l'échelle de l'humanité ou à l'échelle de l'Occident, ça va être très, très, très compliqué. Pour la majorité des gens, ça va l'être encore plus. Il y a que ceux qui se seront un petit peu préparés, qui auront un petit peu anticipé ça, qui pourront peut-être, je dis bien peut-être, tirer leur épingle du jeu ou alors, s'en sortir un tout petit peu mieux que les autres. Si c'est pas le pétrole, ça peut être une épidémie. Une épidémie comme on a connu, là sur le covid, mais le covid, c'est ni plus ni moins que la grippe. Il y avait pas de cadavres dans les rues. Une vraie épidémie d'Ebola, ça aurait été autre chose. Ou la peste, tu l'attrapes, 2 jours après, tu es mort. Le covid, à part si tu es un asthmatique de 150 kilogrammes, tu avais quand même de fortes chances, de t'en sortir. La peste, non. La peste, Ebola, c'est tu hop, terminé, fin de chantier, générique de fin. Si c'est ni la guerre en Ukraine, ni le pétrole, ni une épidémie, on va voir, je vais parler un petit peu d'un dernier, sujet que je vois, ça pourrait être une guerre civile. Alors qui pourrait avoir un lien avec ce qui se passe au Moyen-Orient entre les Israéliens et les Palestiniens ou tout simplement un pays qui «sombre» entre guillemets dans des affrontements, interethniques, tout le monde, comprendra ce que je veux dire, ou des affrontements, on va dire, un peu plus sociaux, mettons, un petit peu comme ce qui se passe en Amérique du Sud, qui sont des pays assez violents et assez criminogènes. Il y a pas d'immigration ou très peu, ce qui n'empêche que, il y a un taux de criminalité invraisemblable, qui n'était pas le cas forcément, il y a quelques décennies. En Argentine, il y a 80 ans, vous n'aviez pas plus de risque de vous faire kidnapper qu'en France. Aujourd'hui, dans ces pays-là, heu, il faut faire attention. Il faut faire attention, il suffit de regarder un petit peu certaines vidéos de caméras embarquées, qu'on voit, où vous avez, un mec en moto qui s'arrête devant vous, et qui vous pose un pistolet sur la tête pour vous braquer, votre moto, ou votre voiture. Voilà, ça c'est une réalité dans ces pays-là. Il n'est pas exclu
que ça n'arrive pas ici. Voilà, bon, on est à la fin de la première partie. On a vu ce qui avait, déjà foiré, on a vu, ce qui pouvait éventuellement encore foirer. Une fois qu'on sait ça, et ça va être l'objet de la deuxième partie, comment faire? Non pas pour l'empêcher, parce que nous, à notre petit niveau de misérables cloportes, on peut pas faire grand-chose. En tout cas, on peut pas faire grand-chose pour empêcher que ça foire. Par contre, on peut agir, pour soit empêcher que ça nous touche, ça c'est le top du top, ou minimiser les effets indésirables ou les effets dévastateurs, faire en sorte qu'on soit le moins touché possible, ou en tout cas, moins touché que les autres. Et ça va être l'objet de la deuxième partie que je vais développer tout de suite. Alors, on va développer un petit peu la 2e partie sur, les conséquences de la pensée différente qui se transforment, généralement en actions différentes. Globalement, rien n'est interdit. Bon, il y a des lois, effectivement qui peuvent être différentes selon les endroits, mais globalement, la seule limite, c'est soi-même. Il n'est pas interdit de se préparer mentalement, il n'est pas interdit de se préparer physiquement, il n'est pas interdit de se préparer matériellement. Il y a quelques règles éventuellement à respecter, des règles, voilà, bah, je sais pas, si on prend par exemple, les armes, il y a des règles sur les armes. Si on parle des panneaux solaires, des puits d'eau et cetera, il y a des règles d'urbanisme. Mais il n'est pas interdit d'avoir des panneaux solaires, il n'est pas interdit d'avoir un puits, il n'est pas interdit d'avoir des armes. Votre préparation, elle peut être encadrée, mais généralement, elle est pas interdite. Ou alors vous vivez en dictature. Bon, ça aussi, tu me diras, c'est pas exclu que ça n'arrive pas un jour ici. Alors on va voir un petit peu, 3 volets puisque je pense que c'est un petit peu les 3 piliers de l'action différente. C'est, déjà une préparation mentale, ou intellectuelle ou scolaire, voilà, vous appelez ça comme vous voulez. Il y a une préparation physique, donc c'est, 1, c'est préparer l'esprit, 2, c'est préparer le corps et 3, c'est une préparation, plutôt matérielle. Là, on n'adapte plus l'esprit ou le corps, mais on adapte ce qu'on appelle en latin le domus, c'est-à-dire on adapte la maison, on adapte son environnement de vie. La première chose, qui est la préparation mentale ou intellectuelle ou scolaire, elle peut se résumer en quelques mots, on va dire. C'est se cultiver, lire, recouper l'information, se former, être polyvalent et faire les bons choix le plus tôt possible. Alors je sais que ça s'adresse pas forcément aux conseils que je pourrais donner à un ami, mais je pense que ça rentre un petit peu dans la philosophie. La culture, ça prend pas de place. Les bouquins, ça prend un peu de place dans une maison, certes, mais dans son cerveau, la culture, ça prend pas de place. Si vous avez une bonne culture générale, vous êtes capable de suivre à peu près toutes les conversations, sans être forcément à fond dedans, mais vous pouvez à peu près suivre. Vous passez pas pour l'idiot du village. Ça peut vous ouvrir éventuellement, des portes et de toute façon, en général, la culture générale, en tout cas, c'est souvent une conséquence de la curiosité. Quand on est curieux, on se cultive. Quand on se cultive, on est curieux et c'est un espèce de cercle vertueux de la connaissance qui se met en place et puis vous vous intéressez un petit peu à tout, vous vous posez des questions, pourquoi ceci? Comment cela? Pourquoi on en est arrivé à ça? Pourquoi j'habite en France, mais j'ai des noms de villages, qui sont, allemands? Pourquoi j'habite en Italie, mais j'ai des noms de villages qui sont français? On peut parler que d'histoire et de géographie, mais ça peut être, des questions un peu plus, scientifiques, voilà, pour ceux qui s'intéressent plus à la science, ce genre de choses. Lire beaucoup, lire des auteurs de différentes obédiences. Vous pouvez lire, Mein Kampf le matin et Le Capital le soir. Peu importe, ce qui compte, c'est de voir un petit peu ce qu'on y trouve, d'avoir des pistes de réflexion, qui s'offrent à soi et de se dire: «Tiens, c'est marrant, pour un même fait, ou pour une même problématique, 2 journaux ou 2 personnalités politiques ou 2 enfin, il y a 2 sons de cloche complètement différents où je peux trouver une information qui va me permettre de situer un petit peu la réalité». Sachant qu'il y a pas de réalité pure, en fait. La réalité pure, c'est les faits. Après, les causes qu'on y attribue peuvent être appréhendées différemment selon ses opinions politiques, selon qu'on est de droite, de gauche, croyant, pas croyant, vrai ou pas vrai. Tout ça, ça va influer, sur sa préparation. Si tant est qu'on ne soit pas dans l'aveuglement idéologique, quel qu'il soit, ça va forcément influencer, sur sa préparation ou sur ce qu'on va mettre en place. Donc ça, c'était voilà, c'était, lire et recouper l'information. Se former.
Quand je dis se former, c'est pas parce que vous avez déjà un métier, qu'il faut complètement, se laisser aller et ne rien faire d'autre. Il faut élargir un petit peu le champ des possibles. Moi, par exemple, j'ai toujours, bon, moi, j'ai fait des études, j'ai été jusqu'au bac+5. À côté de mes études, je faisais des boulots d'étudiant. Bon, je travaillais dans un grand centre commercial pendant 3 ans, donc je faisais des boulots, on va dire manuels, ou de manutention. J'ai travaillé dans la restauration rapide, j'ai fait les inventaires, j'ai distribué le courrier, enfin j'ai fait pas mal de trucs. Mais c'était toujours des boulots manuels ou de manutention qui n'avaient aucun rapport avec mes études économiques et juridiques. J'ai pas fait de stage dans un cabinet d'avocat, j'ai pas fait de stage, dans un cabinet d'audit, ce genre de choses. J'ai été, étudiant, la semaine et travailleur, et prolo, on va dire ça comme ça, et prolo le week-end. Et je pense que mon expérience de prolo, c'est probablement l'expérience la plus enrichissante de toute ma vie, à tous les niveaux, excepté, bien évidemment, au niveau financier puisque, quand tu es dans ce genre de métier, tu es au SMIC. Ils ont remplacé l'esclavage par le SMIC, mais au niveau, cognitif, on va dire, ça a été une expérience, ultra enrichissante et ça m'a, également aussi donné un petit peu l'habitude, de faire des choses avec mes mains, ce que je faisais pas trop quand j'étais plus jeune et assez rapidement, bah, j'ai acquis quand même une certaine satisfaction à faire des choses de mes mains. Parce que je trouve que quand on fait quelque chose de ses mains, on fait du concret. Donc quand on remplit des tableurs Excel au travail, ou qu'on rédige des mémoires ou des trucs comme ça, personnellement, je trouve qu'on brasse du vent. Quand on monte un mur, qu'on fait des branchements électriques, chez soi, qu'on fait de la plomberie, de la maçonnerie, ou de la mécanique et qu'on a fini et qu'on regarde le travail accompli et que chaque jour, quand on passe devant, la bricole qu'on a fait chez soi, devant le truc qu'on a monté soi-même et cetera, à chaque fois qu'on passe devant, le fait de regarder, cette «œuvre» entre guillemets, ça nous rappelle que c'est nous qui l'avons fait et ça pour l'ego, c'est quand même beaucoup plus flatteur que, d'avoir, rempli des tableaux Excel, pour un patron. Et le dernier petit point que je voulais développer, c'est la préparation scolaire. Alors il y a pas de bonne recette. Vous pouvez avoir fait de hautes études et être un tocard fini, qui gagne le SMIC et avoir fait des études de plombier et monter votre boîte de plomberie, vous développer, avoir des chantiers de plus en plus gros et cetera et gagner un fric pas possible. Le travail ne doit pas être un but en soi, le travail doit permettre un achèvement personnel. Quand on fait les mauvais choix, en règle générale, le reste de la vie est foiré. C'est très rare que quelqu'un qui a fait les mauvais choix se reprenne en main, du jour au lendemain, se dise: «Merde, il faut que je refasse des études, il faut que je me forme, il faut que» ça arrive, mais statistiquement, c'est rare. On va quand même, rester un petit peu dans les généralités. Effectivement, il y a des gens qui grattent et qui gagnent au loto, mais la majorité des gens, perdent. Donc faut pas non plus faire de quelques cas, une généralité. Alors que quand on fait les bons choix, ou en tout cas qu'on essaie de faire les bons choix, ou qu'on vit dans un milieu et c'est ça le plus important, c'est le conditionnement, qu'on vit dans un milieu qui nous conditionne à faire les bons choix, ou qu'on est conseillé, et épaulé en tant qu'enfant ou adolescent par nos parents dans les choix qu'on fait, on part quand même avec une sacrée longueur d'avance par rapport aux autres. Et en fait, c'est tout l'objet, du survivalisme et de la préparation, c'est de partir avec une longueur d'avance sur les autres. Parce que quand on part avec une longueur d'avance sur les autres, on peut éventuellement être, devant, les emmerdes ou, être le premier arrivé et donc le premier servi. Tout ça, ça fait partie un petit peu de la même philosophie. Tout ça se recoupe en fait quand on y réfléchit un petit peu. D'ailleurs, en parlant des enfants, il faut surtout pas, faire confiance à l'éducation nationale pour inculquer quelque chose à nos enfants. D'ailleurs, le terme même est complètement galvaudé. Éducation nationale, non, c'est aux parents d'éduquer les enfants, de leur apprendre, les bonnes manières et cetera et cetera. Ça, c'est le rôle des parents. Le rôle de l'école, avant qu'on manie la langue de bois, jusqu'à plus soif, l'école s'appelait l'instruction publique et c'est la définition même, l'essence même de l'école, c'est l'instruction publique, c'est-à-dire instruire tout le monde. C'est ça le rôle de l'école. L'éducation, savoir se tenir, l'hygiène et cetera et cetera. En théorie, c'est le rôle des parents, c'est pas le rôle de l'école, quoi.
L'éducation nationale, elle est ni éducative, ni nationale. C'est-à-dire qu'elle est même antinationale. Elle apprend presque à en détester le pays dans lequel on vit et qui, je le rappelle, est quand même le pays qui nous nourrit, le pays qui nous accueille, le pays qui nous forme, et cetera, et cetera. Je parle pas des dirigeants, qui sont certainement, comment je pourrais dire ça pour que ça n'affole pas l'algorithme YouTube? Allez, disons corrompus, on va rester gentil. Je parle vraiment du pays. C'est le pays dans lequel on vit, c'est le pays qu'on devrait aimer. Eh ben non, l'éducation nationale française, non seulement ne nous éduque pas, mais en plus ne nous apprend pas à aimer notre pays. Il est, primordial de ne pas faire confiance à l'éducation nationale pour ceux qui ont des enfants et de reprendre, c'est ce que fait mon meilleur ami, et de reprendre le soir ce qu'a appris le petit, pendant la journée, de dire: «Bah ça, alors oui, bon ça, OK, machin, ça attention, tu vois, regarde, papa il t'avait montré ci, papa il t'avait montré ça», d'encourager l'enfant à être curieux et une fois qu'on a lancé un petit peu la machine, alors peut-être que chaque enfant a un potentiel ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas le gamin, bah, il est très curieux, il est toujours en train de demander pourquoi ceci, pourquoi cela, il veut comprendre, il est toujours en train de chercher, à comprendre, il lit beaucoup. C'est sûr que c'est pas un enfant tablette, c'est un enfant dont il faut s'occuper. Mais, par rapport à d'autres enfants que j'ai dans mon entourage, qui sont des enfants tablettes, avec le regard vide et la bave aux lèvres, et ben, demain, il y en aura un qui statistiquement a plus de chances d'être, le cadre et l'autre, le manutentionnaire chez Amazon. J'ai rien contre les manutentionnaires chez Amazon, mais c'est pas une situation, professionnelle qui me paraît, très enviable. Alors la préparation physique, c'est pas très compliqué, c'est simplement faire de l'activité physique, marcher, porter, travailler de ses mains. On pourrait rajouter tirer, chasser, pêcher, peu importe. On voit un petit peu de quoi son corps est capable. Si en marchant, en allant marcher, une demi-journée autour de chez soi, dans les bois autour de chez soi, on se rend compte en rentrant qu'on a mal partout, qu'on a mal aux pieds, qu'on a froid, et cetera, bah, c'est peut-être qu'on a des carences, physiques, mais aussi qu'on n'a pas le bon équipement. Donc pour quelqu'un qui entend se préparer, il faut investir un petit peu dans l'équipement. La préparation physique, d'un autre côté, elle aide aussi un petit peu à la préparation mentale. C'est pas pour rien qu'on dit: «Un esprit sain, dans un corps sain». Quand on va bien physiquement, en règle générale, on va bien mentalement. Quand on se regarde dans la glace et qu'on se trouve, alors je vais pas dire, beau à s'envoyer des fleurs, mais qu'on se trouve à peu près attirant, qu'on n'a pas les côtes qui ressortent, ou qu'on fait pas 150 kilos, qu'on a pris soin de son hygiène, et cetera. Ça fait du bien, ça fait du bien à l'ego, ça fait du bien à l'esprit et on va bien physiquement, on va bien mentalement et c'est quand on va bien qu'on avance. On a le cerveau qui est, libre pour emmagasiner de nouvelles informations. On a le corps qui est, disposé aussi à avancer physiquement. Alors que quand on va mal, quand on n'a pas la santé et qu'on n'a pas le moral, on n'a rien envie de faire. On devient complètement apathique et on se laisse aller. La santé, on n'en a qu'une. C'est important d'y faire attention. Faut pas se priver des plaisirs de la vie, mais il faut pas non plus en abuser au point de mettre en danger sa santé. On peut fumer une cigarette, de temps en temps, boire un whisky, de temps en temps, mais fumer un paquet par jour et se prendre une murge tous les soirs, ça me paraît pas être la voie à suivre pour celui qui se dit, prépeur, ou survivaliste. Puisque si on veut survivre, ou si on veut pouvoir affronter les complications de la manière la plus efficace possible, il faut être en bonne santé. Le problème de la race humaine et le problème surtout de la civilisation occidentale, mais c'est valable quand même à peu près partout. À force de se civiliser, on a oublié un petit peu que la nature ne fait pas de pitié. Dans la nature, un animal qui n'est pas capable de se nourrir tout seul, un chaton qui est dans la rue, hein, il a pas besoin d'aller, chercher loin, hein, ou un oisillon qui tombe du nid, et bah, c'est un animal qui meurt. Dans la nature, un animal blessé, c'est un animal qui ne peut plus se nourrir ou qui ne peut plus échapper aux prédateurs et c'est un animal qui meurt. Dans la civilisation qui fonctionne, vous avez les hôpitaux, vous avez, et cetera. On se bouffe pas entre nous quand même pour l'instant, mais si demain ça se complique, vous êtes handicapé, vous mourrez, vous êtes blessé, vous mourrez, vous êtes faible, vous mourrez. Il n'y a que les forts qui survivent ou ceux qui savent s'adapter. Enfin, c'est la définition de la théorie de l'évolution selon Darwin pour résumer. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Je dis pas qu'il faut sacrifier les handicapés, non, c'est pas ce que je dis.
Mais demain, vous êtes dans un fauteuil roulant et vous voulez vous préparer, la préparation, elle a intérêt d'être autrement plus conséquente que si vous êtes, valide. Et je vous parle même pas de si vous êtes privé d'un de vos 5 sens, ou si vous êtes, sourd et muet, que vous entendez pas, le danger venir, que vous pouvez pas communiquer avec les gens, ou pire, le pire du pire, c'est si vous êtes aveugle ou très malvoyant. Là, vous êtes complètement dépendant, du groupe qui vous entoure. Et là, à ce moment-là, la préparation, elle est encore complètement différente parce que non seulement il faut que vous vous prépariez vous-même, mais en plus, il faut trouver un groupe qui se prépare et qui vous défendra. Ce qui implique, si vous voulez que le groupe vous défende, il faut que le groupe, il ait intérêt à vous défendre. Si c'est votre famille, ce sera un intérêt, sentimental, on va dire. Si ce sont des inconnus, que vous faites partie d'un groupe, de voisins, par exemple, ou quelque chose comme ça, on vous défendra plus facilement si vous êtes capable d'apporter quelque chose au groupe. C'est pas parce que vous êtes aveugle que vous êtes bon à rien, ou c'est pas parce que vous avez plus vos 2 jambes que vous êtes bon à rien. Mais il faudra pouvoir vous vendre de manière encore plus significative et encore plus prégnante que, si vous étiez valide, et en pleine possession de tous vos moyens. Alors la préparation matérielle, la seule limite, c'est une limite de temps et d'argent, mais c'est une limite qui est toujours repoussable. Ce que vous n'avez pas eu le temps de faire ce mois-ci, vous le ferez le mois prochain. Ce que vous n'avez pas pu acheter ce mois-ci, vous l'achèterez le mois prochain. Ce qui va varier, c'est l'environnement dans lequel vous vivez. Si vous êtes à la campagne, les contraintes ou les avantages ne sont pas les mêmes que si vous êtes, en ville. La préparation n'est pas la même si vous êtes, un homme célibataire ou, une femme seule avec des enfants. Je vais essayer de rester, le plus généraliste, possible. J'entends souvent les survivalistes, les machins parler d'autonomie, il faut être autonome, machin, construire une bad, et cetera, et cetera. Mais l'autonomie totale, c'est une chimère. On peut pas être complètement autonome et quand bien même on voudrait être le plus autonome possible, on dépend forcément de quelqu'un d'autre. Vous voulez un groupe électrogène pour faire tourner vos équipements électriques dans votre, base, autonome durable que vous avez fait construire au fin fond de la forêt. OK, il faut aller acheter le groupe électrogène. Le groupe électrogène, il est fabriqué par quelqu'un, l'essence qui est, dedans, elle est, amenée, par quelqu'un, et cetera. Vous voulez, planter des légumes, il faut aller acheter ses graines, les premières en tout cas. Il faut des outils. Vous avez, un cheval que vous utilisez pour, tirer votre, charrette. Le cheval, il faut lui mettre les fers au sabot. Tout le monde n'est pas maréchal ferrant, et pendant que vous ferrez votre cheval, vous ne récoltez pas vos légumes, vous ne réparez pas, le toit de votre bad, qui a été, abîmé par une branche qui est tombée, et cetera, et cetera. L'être humain n'a jamais vécu seul. L'être humain a toujours vécu au sein d'un groupe. L'humain, c'est un animal, grégaire. D'ailleurs, pendant longtemps, la sanction ultime dans un groupe, dans un village, et cetera, c'était pas la mort. On les excommuniait, on les virait du village. On les livrait, à la solitude et aux éléments et aux animaux, parce qu'à l'époque, il y avait des loups, des trucs comme ça. Vous vous retrouviez tout seul. Et en règle générale, ça se concluait assez rapidement, par la mort. Se faire mettre au banc de son clan, souvent, ça signifiait la mort. Donc pour un survivaliste, les 3 maîtres mots, c'est, le groupe, le groupe, le groupe. Il faut trouver un groupe, que ce soit, des amis, proches via des réseaux, quelconques qu'on peut développer ou sa famille, mais tout seul, vous irez pas bien loin. Même si vous avez 1 an de stock de nourriture d'avance, des graines d'héritage, un puits, des panneaux solaires, des machins, enfin, tout ce qu'on peut retrouver dans la batterie d'équipements du survivaliste. La journée, elle ne fait que 24 heures. Vous ne pourrez pas tout faire et de toute façon, vous ne savez pas tout faire. C'est pour ça que dans les villages avant, dans chaque village avant, sur toute la planète, il y avait, en tout cas en France, un meunier, un maréchal ferrant, des paysans, ceux qui s'occupaient de monter la garde entre guillemets autour du camp, autour du village. Dans les camps romains, vous retrouvez la même organisation. Il y avait le chaudronnier, il y avait, le boulanger, il y a celui qui fait le tour sur la palissade qui surveille, il y a celui qui tient le stock, et cetera, et cetera. Tout le monde a son rôle, tout le monde a son utilité. Vous pouvez pas à la fois monter la garde de votre bad et récolter les poireaux, et réparer une fuite sur le toit, c'est pas possible. Pour faire ça, il faut, de l'aide, il faut d'autres gens qui, ou vous remplacent pendant que vous faites autre chose, ou s'occupent de faire quelque chose pour vous pendant que vous faites
quelque chose pour eux. Pour moi, c'est ça le plus important et c'est peut-être finalement ce qui est le plus dur à trouver. C'est un groupe de gens qui partagent la même philosophie de vie, la même conscience que les choses peuvent foirer, et c'est ça qui est dur à trouver et c'est encore plus dur à trouver à proximité de chez soi. Donc en attendant de trouver un groupe qui soit cohérent et qui fonctionne bien, à défaut d'être à 100 autonome, on peut en tout cas être, le plus résilient possible et il y a pas besoin d'avoir des centaines de mètres carrés de jardin et cetera pour pouvoir se qualifier de résilient. Pour moi, hein, en tout cas, pour être résilient, il faut pouvoir tenir quelques jours ou quelques semaines, ou quelques mois, enfin, c'est selon la place que vous avez chez vous, mais il faut pouvoir tenir quelque temps au cas où, la normalité qu'on connaît, s'effondre. Il faut que vous ayez toujours le réservoir de votre voiture plein ou le plus plein possible. Moi, j'attends jamais d'avoir, une bûchette et une demi-bûchette et d'être sur la réserve à mon réservoir de voiture pour aller faire le plein. J'ai des jerrycans d'essence chez moi que je vais, chercher régulièrement. Quand, le niveau d'essence diminue dans la voiture avant d'aller à l'essence, je transvase tous mes jerrycans dans le réservoir de la voiture et je vais à la station essence. Je fais éventuellement le complément du réservoir si besoin. Je remplis mes jerrycans et je rentre. Avec mes jerrycans remplis, je remplis également, mon 2 roues avec lequel je vais travailler tous les jours, mes autres motos pour mes loisirs et je me débrouille toujours pour avoir tous mes réservoirs pleins. Et si les jerrycans sont vides et que pour X ou Y raison, il faut, foutre le camp assez rapidement, je peux vidanger les réservoirs de mes motos en 2 temps 3 mouvements puisque j'ai des vieilles motos et je me retrouve rapidement avec, entre 15 et 20 litres, par réservoir. Donc je me retrouve rapidement avec 40 litres d'essence. 40 litres d'essence, ça fait à peu près un plein. Ça permet de faire aller à 6 litres au 100, 500, 600, 700 bornes. Celui qui va toujours presque jusqu'à la panne sèche avant d'aller à la station essence, si demain il y a une grève des raffineurs et que malchance, c'est, quand il est, au bout du réservoir et ben, il a pas d'essence. Alors s'il a pas d'essence pour aller travailler, bah, c'est pas grave, il prend le bus. S'il a pas d'essence, pour aller emmener ses gosses, au judo, bon, bah, c'est pas grave, les gosses, ils vont pas au judo. Tant que ça n'est que ça, entre guillemets, c'est pas grave. Mais, s'il a pas d'essence pour aller chez le médecin, s'il a pas d'essence pour emmener, son enfant en urgence à l'hôpital ou que sais-je, c'est quand même plus embêtant. Alors effectivement, c'est une organisation, c'est, de la prise de tête, tout le monde rigole, mais l'année dernière, quand il y a eu les grèves des raffineurs et ben, moi, j'ai eu aucun problème. Je n'ai pas eu le moindre ennui pendant la grève des raffineurs. Les jerrycans, vous pouvez en avoir un dans le garage que vous transvasez régulièrement dans le réservoir pour éviter que l'essence elle tourne et puis voilà, ça suffit. Les conserves, c'est pareil. Est-ce que vous avez un appartement, en ville, avec, de la place limitée ou est-ce que vous avez une maison à la campagne avec, cave et grenier? Mais dans tous les cas, vous pouvez avoir au fond d'un placard, 10, 15, 20 boîtes de conserve empilées les unes sur les autres qui vous permettront de faire, un repas par jour ou un repas tous les 2 jours, peu importe, ce sera peut-être pas le grand luxe, mais ça permettra de tenir le temps que la grève, s'arrête, le temps que les livraisons, les approvisionnements reprennent dans les magasins et cetera. Tout ça permet de faire face à une situation temporaire. Le problème, c'est que quelle que soit la durée, des emmerdements, votre stock, quel qu'il soit, va s'épuiser. À moins que vous ayez, 30 ans de stock, mais ça me paraît, matériellement compliqué, votre stock va s'épuiser. Moi, j'ai à peu près, j'ai une maison à la campagne, j'ai 1 an, de stock. En termes de conserve, je pense avoir pensé à peu près à tout. J'ai de la nourriture, j'ai, de quoi la faire chauffer, j'ai, un accès, à l'eau, j'ai de quoi filtrer l'eau, j'ai de quoi me soigner, j'ai de quoi me défendre. Normalement, même si, il y a plus aucun approvisionnement dans les magasins, même si ceci, même si cela, même si c'est, la catastrophe internationale, il y a que, l'affrontement armé devant chez moi qui me rendrait la vie, impossible. Sinon, le reste, on s'en passe très bien. L'électricité, je m'en passe. La télé, le machin, bah, on fera sans. L'éclairage, artificiel, les lumières au plafond, et ben, on fera sans. Mais on vivra comme il y a, 100 ans, avec la lumière du soleil. Voilà. Ou une bougie. Et puis, bah, si tu pas de bougie, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas te coucher, quoi, ma foi. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Le frigo, le congélateur, la chaudière et cetera, bah,
Oui, c'est sûr que ce qu'il y a dans le frigo, bah, ça va être pourri, il va falloir le bouffer le plus rapidement possible. Mais si tu as des conserves et une gazinière, l'électricité, tu en as pas besoin pour survivre. Je dis pas que tu vas être, au top niveau, mais tu vas survivre. Tu vas manger, tu vas boire. Et tu n'as besoin que de ça pour survivre, manger et boire. Après le chauffage, effectivement, si demain, tu plus de chauffage, bon, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, tu mets, des pulls, des couvertures, enfin comme on faisait il y a 100 ans. En fait, il faut simplement regarder comment nos anciens vivaient et il y a pas besoin de remonter au Moyen Âge, hein, il suffit de remonter à nos grands-parents, comment ils vivaient dans leur maison et comment certains même vivaient encore dans leur maison, il y a quelques années avec un confort qui était très rustique. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, donc c'était il y a 30 ans, hein, il y a une trentaine d'années, quand j'étais petit, chez mon arrière-grand-mère, dans une maison dans un tout petit village, en Haute-Saône, et il y avait, du givre, sur les fenêtres, à l'intérieur de la maison, le matin quand on se levait, il y avait du givre à l'intérieur des fenêtres. Il y avait pas de toilettes à l'étage. Les toilettes avaient été rajoutées, quelques années entre guillemets, avant, en bas. Sinon, mais il y avait pas de toilettes à l'étage et comme il faisait extrêmement froid, dans le reste de la maison, on se levait pas pour aller pisser, on avait un pot de chambre et moi qui ai 35 ans, j'ai connu ça. Ma mère, quand elle était petite, dans sa maison, ils dormaient, à 3 ou 4 enfants dans le même lit. Donc chez ma mère, ils sont 9 enfants, ils dormaient à 3 ou 4 dans le même lit. Parce que, bah, il y avait pas encore le chauffage, dans la maison. Il arrivait un petit peu après, c'était des maisons d'ouvriers. Il y avait le chauffage au charbon évidemment dans la pièce principale, mais il y avait pas le chauffage central, comme il y a maintenant. C'est venu un petit peu plus tard. Mais ma mère a connu une enfance où tu dors à 3 dans le lit, quoi. Alors quand tu as, 5-6 ans, tu es content de dormir avec tes frères et sœurs qui en ont 8 ou 9. Quand tu as 14-15 ans ou 17 ans, tu es un peu moins ravi et ça aujourd'hui les gens l'ont complètement oublié. Les jeunes aujourd'hui l'ont complètement oublié, ont complètement oublié la notion même, d'un confort et c'est ça qui va peser le plus sur les gens, c'est l'inconfort. C'est, plus de chauffage, manger froid, avoir faim, et cetera. Mais c'est ce qu'ont connu nos anciens et c'est pour ça que c'était des gens, robustes parce qu'ils avaient une vie dure et c'est pour ça que nous aujourd'hui, on est des fragiles parce qu'on a une vie facile. Il fait, 20°, 21° dans la maison, on n'a pas besoin de marcher, pour aller, faire, ceci des courses, on n'a pas besoin de porter pour ramener les courses, et cetera. Tout ça engendre des gens quand même assez fragiles et malheureusement aussi assez capricieux et qui peuvent se révéler dangereux si tu les prives de leur confort. Il suffit de voir un petit peu les gens comment ils sont devenus fous pendant le Covid, quand ils ont été privés de bars ou de restaurants et comment ils deviennent fous, à une station essence parce que, ils ont rien anticipé et qu'ils ont plus d'essence. Ce sont des situations, dans lesquelles il vaut mieux quand même, éviter les foules puisque les foules sont extrêmement dangereuses. On s'éloigne un petit peu du sujet, mais, la préparation matérielle, pour résumer, c'est très simple, c'est il faut avoir un petit peu d'avance en termes de besoins, vitaux. Donc, de la nourriture, de l'eau, de quoi se protéger du froid, de quoi se défendre et de quoi fuir. Ne vont rester et ne partiront au dernier moment que les gogos, que les endormis. Celui qui est un petit peu plus éveillé que les autres, il sera parti avant. Il sera parti avant, il aura contacté, des amis qui habitent, à la campagne, il aura contacté ses proches et cetera pour trouver un endroit plus accueillant et dans lequel, se replier. Je vais pas parler de la base autonome durable dans laquelle tu as emménagé ceci ou cela et cetera, parce que tout le monde ne peut pas acheter, en plus de son habitation principale, une base autonome durable ou construire ou aménager une base autonome durable et tout le monde ne peut pas transformer non plus son habitation principale en base autonome durable. Si tu habites dans un appartement dans Paris, bon, un 25 m² à 350 000 €, tu peux le tortiller du cul dans le sens que tu veux, tu ne pourras pas en faire une base autonome durable. C'est un vrai investissement qu'il faut faire et comme tout investissement, avant d'avoir de la rentabilité, c'est une dépense. Et ça, faut bien en être conscient et comme tout investissement, la dépense peut être faite, bah, en pure perte. Moi, pour l'instant, les conserves que j'ai achetées, les gazinières que j'ai achetées, et cetera, bah, pour l'instant, à part, quelques conserves que j'ai bouffées, machin, pour l'instant,
ce stock-là, c'est perdu. Ça n'a pas été utilisé. Donc, si jamais ça n'est jamais utilisé, bah, ça aura été de l'investissement en pure perte. Mais pas plus qu'une assurance auto qu'on paye alors qu'on n'a pas d'accident. C'est au cas où. Il vaut mieux l'avoir et ne pas avoir à s'en servir, plutôt que de ne pas l'avoir, et d'en manquer, le jour où on en a besoin. Hein, c'est tout ça fait partie de la même, philosophie d'anticipation, quoi. On n'a pas parlé de la préparation financière. Mettre tout son argent sur un compte bancaire qu'on active à distance avec son téléphone portable, c'est probablement la meilleure solution pour tout perdre. Puisque même si vous avez 1 million d'euros sur votre compte bancaire, en fait, vous n'avez rien. Vous avez une ligne de code, qui informe le système informatique de la banque que vous avez, 1 million d'euros. Mais, ça n'est qu'une ligne informatique. Demain, quelqu'un appuie sur le bouton «Supre» et vous avez zéro. Vous ne pouvez plus aller retirer au guichet 1 million d'euros. Vous ne pourrez même plus d'ailleurs aller retirer, 10 ou 100 euros. Si vous ne comptez que sur votre travail et vos revenus, actifs pour gagner de l'argent, si demain vous perdez votre, force de travail, maladie, accident, licenciement et cetera, vous n'avez plus rien. Donc il est important d'avoir un revenu actif, comme par exemple son travail, hein, quand on est salarié ou quoi, peu importe. Mais ça n'exclut pas d'avoir des revenus, passifs qui, entre guillemets, «travaillent pour vous». C'est-à-dire, pour prendre quelques exemples, bah, des revenus financiers, de comptes bancaires, de placements financiers, de la bourse, et cetera, ou, des placements, en immobilier. Vous avez des revenus fonciers, vous avez un appartement que vous mettez en location 500 euros par mois. 500 euros par mois, ça permet quand même d'envisager de vous mettre, par exemple, à temps partiel à 80 tout en maintenant votre niveau de vie, et les 20 de temps que vous avez économisé au travail, et bah, vous l'utilisez pour votre préparation physique, par exemple, ou pour une formation, ou pour aménager votre maison, ou pour que ça vienne en plus de votre temps plein, pour avoir plus de capacité d'emprunt, pour, par exemple, acheter une maison à la campagne, poser des panneaux solaires, et cetera, et cetera. Enfin, à un moment, l'argent va à l'argent, comme on dit, donc l'argent, vous n'en aurez jamais trop. Vous pouvez aussi, sécuriser, et ça, je pense que c'est important de le faire, sécuriser vos économies, sécuriser votre argent, «virtuel» entre guillemets, c'est-à-dire l'argent que vous avez sur votre compte, en le transformant en quelque chose de tangible, c'est-à-dire quelque chose que vous pouvez saisir, quelque chose que vous pouvez tenir dans la main, quelque chose que, pratiquement, vous pouvez, emporter ailleurs. Ça peut être de l'or, ça peut être, des œuvres d'art, ça peut être peu importe. Après, ça dépend combien vous avez à immobiliser. Si vous avez 500 euros de côté, bon, bah, vous retirez, ça en liquide, vous mettez ça dans une chaussette au fond de votre tiroir et puis terminé. Si vous avez, 30, 40, 50, 100 000 € ou plus à transformer en tangible, bon, bah, là, il faut réfléchir un petit peu, de l'or, des actions, des bitcoins, enfin, peu importe, mais quelque genre les bitcoins, bon, personnellement, j'y connais pas trop, c'est pas mon truc. Pour moi, c'est un peu comme un compte en banque, si ce n'est peut-être éventuellement que ça n'est pas saisissable aussi facilement qu'un compte bancaire, mais comme c'est quelque chose d'électronique, il suffit, qu'on appuie sur un bouton et à mon avis tout saute. Alors que, le liquide que vous avez, dans votre poche, ou la pièce d'or que vous avez au fond de votre tiroir, avant qu'on vous la prenne, il faudra ou s'introduire chez vous, ou vous passer sur le corps. On n'est pas du tout dans la même, situation. Mais il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Si vous avez, 20 ou 30 000 € à sécuriser, il faut pas tout transformer en or, ou tout transformer en œuvre d'art, ou tout transformer en véhicule de collection, ou, voilà. Il faut un petit peu essayer de se diversifier, et quelque chose que j'ai découvert relativement récemment, grâce notamment, à la chaîne YouTube de Le Grenier de l'écho, donc de Charles Sana, pour ceux qui connaissent, c'est la notion d'intérêt composé. Il y a une calculette, hein, qu'on peut trouver facilement sur internet, hein, la calculette des intérêts composés, et vous faites un petit peu des simulations. Vous regardez par exemple un livret A, qui est plein, combien ça vous rapporte sur, 30 ans, par exemple. Alors moi, je prends 30 ans parce que dans 30 ans, ce sera, en tout cas avec la loi d'aujourd'hui, ce sera mon âge, de retraite, de départ à la retraite. Si j'ai 23 000 € à 3 aujourd'hui, combien j'aurai
dans 30 ans. Donc j'aurai toujours 23 000 € en capital et j'aurai X milliers d'euros, en intérêt. Et vous faites la même chose, vous comparez ça avec, un des placements, par exemple des actions, quelque chose comme ça, qui rapportent un petit peu plus, et sur lequel et que vous alimentez régulièrement. Par exemple, vous partez du principe que vous amenez 200 € par mois, tous les mois, pendant 30 ans, avec un taux de rentabilité de, allez, si on veut rester raisonnable, 3 aussi pour rester dans le domaine du raisonnable. Vous pouvez avoir, 5-6-7-8 si vous faites d'excellents placements, mais un excellent placement aujourd'hui ne sera pas forcément toujours un excellent placement demain. Il faut suivre, il faut s'y connaître, et cetera. Vous allez perdre d'un côté, vous allez gagner de l'autre. Donc on va essayer de rester un peu raisonnable, de partir sur 3. Vous faites la simulation, je donne aucun chiffre. Elle est facilement accessible en tapant, calculette, intérêt composé sur Google et vous faites un essai. 200 € par mois, mis de côté à un taux de 3 pendant 30 ans et vous voyez, ce que ça fait. Et quand on rentre dans cette démarche-là, alors on le fait peut-être pas forcément pour soi, mais on le fait pour la génération d'après. Moi, si, j'avais eu, 150 ou 200 000 € de d'apo de «d'héritage» entre guillemets ou de dons, quand j'avais 18 ou 20 ans, ben, j'aurais pris un départ, certainement différent. Je me serais endetté sur moins longtemps pour ma maison, j'aurais pas fait de crédit pour, m'acheter une voiture pour aller travailler, j'aurais pas fait ceci, j'aurais pu faire cela, et cetera, et cetera. Faut pas oublier que ce qu'on fait, nous, en tant que génération, on va dire, génération 1, ça doit profiter à la génération 2. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs, dans toutes les communautés qui ont encore un tant soit peu d'existence. Alors en général, ce sont des communautés, ethniques. Les gens font pour que leurs enfants, vivent mieux et soient plus riches. Il y a que les boomers 68ards occidentaux qui ont hypothéqué, l'avenir de leurs enfants, en pillant les ressources d'un côté et en les empoisonnant, de l'autre. Vous en tirez les conclusions que vous voudrez. Mais dans le reste des communautés, les gens se débrouillent pour que leurs enfants aient plus d'argent qu'eux et que les enfants des enfants aient encore plus d'argent, et cetera, et cetera. Ce qui me paraît être le fonctionnement tout à fait normal, d'un groupe. Voilà, bon, j'ai exposé à peu près ce que j'avais à dire dans l'hypothèse où je conseillerais à mon ami de se préparer. Donc, on a vu un petit peu pourquoi il fallait penser différemment et comment une pensée différente se traduisait en termes d'actes concrets. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que l'histoire a montré que ce qui était établi pouvait s'effondrer et ce qui est pour nous aujourd'hui le passé, ça a été pour d'autres, pour les anciens, ça a été leur présent. Et ce qui est pour nous le présent aujourd'hui sera le passé des générations de demain. Je ne sais pas si je suis clair, mais si ça a foiré à un moment donné, ça peut toujours foirer aujourd'hui et c'est ça qui est important de prendre conscience. Et une fois qu'on a pris conscience de ça, on peut faire une petite introspection et se dire: «Bon, avec ma situation personnelle, qu'est-ce que je peux mettre en place ou qu'est-ce que je veux mettre en place? Et si ce que je veux mettre en place, n'est pas compatible avec ma situation, actuelle, comment je peux changer ma situation actuelle? Comment je peux adapter ma situation pour la rendre compatible avec, mes envies, ou mes besoins de préparation?» Voilà, je pense que ce genre de conseil, est tout à fait pertinent, quel qu'il soit, quelles que soient vos motivations, quelles que soient vos raisons, quel que soit ce que vous allez mettre dedans. Mais malheureusement, même si pour nous, pour moi ou et pour d'autres, ça tombe sous le sens, pour certains autres, ils vont vous regarder avec des grands yeux, vous disant: «Mais, dans quel monde tu vis? Tu fou, tu complotiste», et cetera, et cetera. Ces gens-là, vous avez plusieurs solutions. Ou vous essayez de les convaincre, mais bon, personnellement, ça me fatigue, donc j'essaie de convaincre personne. Ou vous attendez, qu'ils se réveillent, en espérant qu'ils se réveillent pas trop tard. Ou sinon, vous laissez tomber un petit peu ce genre de personnes. De toute façon, on voit tout de suite un petit peu à quel genre de personne on a affaire et vous réservez vos conseils pour les gens que vous aimez ou en tout cas pour des gens qui seront, réceptifs.
Parce que perdre son temps à expliquer quelque chose à quelqu'un qui veut pas comprendre, il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, comme dit l'adage. Il y a pas forcément de temps à perdre avec ces gens-là. Tout le monde ne peut pas être sauvé et de toute manière, tout le monde n'est pas sauvable. Voilà, je pense que c'était un petit peu le mot de la fin. Bonne soirée à tous et bonne préparation. Un grand merci à Thomas pour avoir partagé avec nous son expérience et ses réflexions sur la préparation. Si vous aussi vous souhaitez prendre l'antenne pour évoquer un sujet qui vous tient à cœur concernant l'univers du survivalisme, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse indiquée en description. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.